tombé. Mon genou, il s'est amoché. Bon, je vais faire un bandage. De toute façon, je n'ai pas le choix, il faut que je continue. Bon, on va plutôt commencer par le commencement. Voilà, c'est parti pour cette EHRP 2023. Premier jour, départ de Hendaye. Comme vous le voyez, il y a des gros nuages, mais au moins il ne fait pas trop chaud. Ça fait du bien de se rouler comme ça. C'est bon. Ah, t'as vu ce qu'elle fait ta maman? Oh oui. Oh oui, oh, je fais du bien. Oh, les beaux potocs. Voilà. Bientôt. Premier petit sommet. Il existe 3 principaux chemins pour traverser intégralement les Pyrénées à pied, de l'Atlantique à la Méditerranée ou inversement. Le plus classique est le GR10, entre 950 à 1000 km de distance, bien balisé, qui passe par les sites pyrénéens les plus remarquables et redescend régulièrement vers les principaux villages, ce qui implique un dénivelé positif total important de plus de 54 000 mètres. Il existe son pendant en Espagne, le GR11, un peu plus sauvage, d'une distance et d'un dénivelé comparables. La seconde alternative est la plus directe, en essayant de suivre au plus près la crête frontière entre la France et l'Espagne. C'est la haute randonnée pyrénéenne, plus communément appelée HRP. C'est plus court, environ 750 km, et avec moins de dénivelé, environ 44 000 mètres, car son cheminement reste en altitude et ne redescend que rarement dans les villages des vallées. La HRP emprunte parfois les tracés des GR10 ou GR11, mais le plus souvent elle longe les crêtes, de col en col, sur des itinéraires peu ou pas balisés, ce qui nécessite une certaine expérience de la montagne, bien que les traces GPX aujourd'hui disponibles limitent le risque de se perdre. En début de saison, certains cols, dont l'altitude varie entre 2400 et 2900 mètres, peuvent être plus ou moins enneigés, nécessitant parfois l'usage d'un piolet, voire de crampons. C'est cette fameuse HRP que je souhaite parcourir dans le sens ouest-est entre Hendaye et Banyuls à partir de mi-juin 2023. Sur la première étape, là, j'ai déjà 500 mètres dans les pattes, mais ça se passe bien. Il y a un temps idéal, pas trop chaud. Il y a des nuages, un petit zef. Là-bas, vous voyez la baie d'Hendaye. Voilà. J'ai vu des beaux potocs il n'y a pas longtemps. Ça va. Allez, prochaine étape, le col d'Ibardine. La Rune dans les nuages. Et le col d'Ibardine avec toutes ses vantas. Drôle d'arbre. Ça fait un peu de péage de sorcière. J'ai pu passer. Tout devrait bien aller. Premier pique-nique. Trouver une jolie table. Bien installée. Toujours un temps couvert. Idéal. Pas trop chaud. Ça commence bien. Voilà. J'aime faire ces longs treks en marchant seul et en autonomie, avec tout le matériel nécessaire pour bivouaquer à peu près n'importe où. Marcher seul m'offre un incroyable sentiment de liberté, renforcé par la possibilité d'être autonome, donc de m'arrêter où je veux et quand je veux. Les nouveaux matériaux permettent d'alléger tous les articles nécessaires à la randonnée, du sac à dos au réchaud, en passant par la tente, le matelas, le sac de couchage, etc.
en se limitant à l'essentiel, mais sans sacrifier ni mon confort, ni ma sécurité. Le poids de mon sac est inférieur à 7 kg, incluant un piolet et des crampons. Il faut rajouter environ 3 kg de nourriture pour 5 à 6 jours d'autonomie, et bien sûr, une quantité plus ou moins importante d'eau en fonction du trajet parcouru. Je marche donc avec 8 à 12 kg maximum sur mon dos et mes hanches. Regardez si c'est beau. Cette vallée. Là, je suis en route vers le col de l'Isuniaga. Il y a des digitales partout. Regardez. Et je pense qu'il a pas mal plu les jours passés, donc il y a des belles flaques. Qui dit flaque dit eau. Qui dit eau dit qu'on est sauvé. Voilà, fin de la première journée et premier lieu de bivouac, une espèce de petite cabane avec un enclos qui évitera que les charmants potocs viennent me réveiller. Et en plus, voilà, donc je vais être peinard, je vais même pas monter la tente parce que il fait beau, ça m'étonnerait qu'il pleuve cette nuit, donc je vais bivouaquer la tête sous les étoiles et luxe suprême. Il y a même une petite fontaine où j'ai pu faire ma petite lessive et ma petite toilette, ce qui fait bien du bien parce qu'il a fait quand même bien chaud aujourd'hui, il faisait lourd et j'étais tout transpirant. Donc nickel, je vais passer une super soirée et une super nuit. C'est le début de la deuxième journée. Il fait un temps superbe. Je suis accompagné, précédé plutôt, par deux potocs qui me montrent le chemin. Regardez s'ils sont beaux. Voilà, donc très bien dormi dans mon petit coin au col de Nabara, quelque chose. Et donc ce matin, destination Elizondo. Je pense que dans la journée, ça va un peu chauffer. Avant de partir, j'avais décidé de réaliser un petit film sur cette traversée. Pour faire au plus simple et surtout au plus léger, j'ai utilisé, à main levée, mon smartphone. La qualité, le cadrage et la stabilité d'image sont très approximatifs. Les prises de son ne valent pas mieux. Mais, au final, cela relate correctement cette aventure pour ma famille, mes amis et moi. Mon smartphone me permet également de suivre une trace GPX de la HRP et de consulter la carte. Pour le recharger en autonomie, je pars avec une bonne batterie externe et un petit panneau solaire assez efficace. Et, last but not least, je suis parti avec un petit appareil qui a deux fonctions. Permettre à ma femme de suivre ma trace en permanence, en relevant automatiquement ma position toutes les 10 minutes, et envoyer, si nécessaire, et même en l'absence de réseau téléphonique, un appel au secours vers un organisme disponible 24 heures sur 24. C'est peu de dire que je n'ai pas regretté cet investissement, et si j'avais un seul conseil à donner à des randonneurs, débutants ou confirmés,
seul ou en groupe. Équipez-vous. Voilà, début du 3e jour, dormi à la cabane du col d'Urbio. Et maintenant, je vais bientôt arriver au col d'Arguibel et ensuite ça redescend vers les Aldudes. Ça, c'est de la pluie d'orage. Et j'ai été bien avisé de trouver un refuge de chasseurs en parfait état, avec même de l'eau, ce qui n'était pas prévu. Et en plus, comme c'est une citerne qui se remplit avec les eaux pluviales, elle doit être en train de bien se remplir. Je suis bien content de ne pas camper. Petite cabane de chasseurs où j'ai dormi pour cette 3e nuit. Elle était bienvenue avec les orages qu'il y a eu toute la nuit. Maintenant il fait sec mais très venteux. Voilà. Donc vue depuis le haut de l'Indus. Dommage qu'il ne fasse pas plus ensoleillé, mais sinon c'est vraiment très beau. Et puis pour marcher c'est idéal, il y a plein de vent et il fait beau. Allez, bientôt le pique-nique, j'ai faim. Bon, ce soir j'ai planté ma tente en pleine montagne parce qu'il me restait encore cette énorme côte à grimper, 400 mètres jusqu'en haut, parce que après la butte ça continue à monter et j'avais déjà grimpé tout ce qui est en dessous. Alors là il y a un cheval dont j'ai dû prendre la place, voilà, donc j'en avais assez pour aujourd'hui. Ma crainte c'est qu'il y a des gros nuages et
qu'il n'est pas tout à fait impossible qu'il se mette à pleuvoir, voire à ce qu'il y ait de l'orage. Et comme je suis un petit peu dans la seule endroit plat de toute cette énorme montée, mais un petit peu le réceptacle des eaux, je me prépare à éventuellement subir du mauvais temps et à pouvoir tout mettre à l'abri si nécessaire. Voilà. Allez, j'espère que la nuit sera bonne quand même. Et là, on se dit, qu'est-ce que je suis là? C'est tellement mieux dans mon lit, chez moi, au sec, au chaud. Quelle idée. Le son discontinué. Toute la nuit, il y a du vent. L'orage n'est pas loin. Il est bientôt 7 heures. Et en plus, il y a une grosse montée dans l'air derrière. Ouais. On va attendre encore un peu. Voilà le pic de Ry en face. C'est un peu dégagé, mais bon, les prévisions sont formelles. Il va y avoir de l'orage. Regardez ce beau paysage encore de cette fin de Pays Basque. Matin du 7e jour, je suis parti d'assez bonne heure du gîte de Logibar où j'ai fait une petite étape qui cause risque de mauvais temps. Et là, je vais essayer d'aller aujourd'hui jusqu'à Arrête, la Pierre Saint-Martin. Ça a bien grimpé là, mais il faisait doux. Je suis un peu dans la brume, mais franchement ça va bien. J'ai pris une variante au GR10 là, qui montait plus droit et plus court. Et je pense que j'ai bien gagné du temps. Voilà. Et normalement, je dois rejoindre la HRP en arrivant un petit peu avant Arrête, la Pierre Saint-Martin. Voilà, tout va bien. Là pour moi c'est le temps idéal. Il fait bon, c'est le rêve. En plus, j'ai bien grimpé maintenant, ça va être afflant pendant un bon petit moment avec ce superbe paysage. Moi je trouve ça plutôt sympa. Et des très belles images, ah, c'est beau. Je trouve que c'est quand même un peu pénible ce temps. Hein? Alors ça tonne, mais on ne sait pas où. Tu vois, si on regarde par là-bas, c'est mieux. Alors un peu partout, il y a des caillolards, c'est des bergeries. Donc au pire, si vraiment il y a l'orage violent, on peut s'y réfugier. Mais bon, moi mon programme il a déjà pris du retard, c'est pas bien grave, mais j'avais prévu d'aller jusqu'à la Pierre Saint-Martin aujourd'hui. Je viens déjà de me taper 1000 mètres de dénivelé et franchement c'était plutôt sympa, ça allait plutôt bien, mais j'aimerais que ça continue. Et surtout que après Saint-Engrâce, il y a une sacrée montée pour franchir je ne sais quel col. Donc je suis loin d'avoir fait tout le dénivelé qu'il me reste à faire. Bon. Pour l'instant, regardez-vous de ces jolies images ennuagées. C'est joli, hein? Même si j'aime marcher et bivouaquer seul lors de ces randonnées au long cours, je ne suis pas totalement asocial et je suis toujours heureux de faire des rencontres et de taper la causette avec mes contemporains. Sur les tronçons de la HRP communs avec le GR10 ou le GR11, j'ai croisé pas mal de randonneurs, parfois seuls, plus souvent en couple et de toute nationalité. Il est bien utile de parler correctement l'anglais, langue universelle, sur les chemins comme ailleurs. Je suis généralement le plus vieux, mais il y a des gens de tous les âges sur les chemins. La marche, ça conserve. Le mauvais temps des premiers jours, surtout au Pays Basque, m'a conduit à passer quelques nuits dans des gîtes où venaient s'abriter d'autres randonneurs. Ce fut l'occasion de rencontres agréables où on s'échange ressentis et expériences. Souvent, on retrouve les mêmes personnes à la fin de plusieurs étapes et des liens secrets.
Ce fut le cas avec un couple lyonnais très sympa qui suivait le GR10 et que je salue amicalement s'il regarde cette vidéo. Alors après cette 7e grosse journée où je viens de faire plus de 2400 mètres de dénivelé positif, je pense que je vais poser mon campement pour ce soir ici. C'est presque plat. Et en plus, je viens de voir que j'aurai le dessert pour ce soir. Donc, on va dire, c'est bon pour aujourd'hui. Vous entendez? Il pleut. Il y a de l'orage. Je suis plus très loin du col de la Pierre Saint-Martin. Et aujourd'hui, plus de 2400 mètres de dénivelé positif, ça me suffisait. Quand je me suis arrêté, il ne pleuvait pas. Bon. Il y avait des risques d'orage. Eh ben oui. Allez, j'ai entendu un éclair, des tonnerres. D'écouter ça. Allez, on va bien voir comment se passe la nuit. Je vous ai envoyé un petit message parce que j'ai un peu de réseau, parce que je suis tout en haut d'un col. Mais je ne vais pas exagérer parce que j'ai pas beaucoup de batterie. Bon allez, je vais essayer de me mettre à la cuisine dans ma petite tente. Ça fait séchoir aussi. C'est mes chaussettes, elles sont mouillées. Allez, tout va bien. Je vous embrasse. Bisous. Ça y est, le soleil est de retour. Nous sommes le 9e jour et je pars de la Pierre Saint-Martin. Belle étape aujourd'hui. J'espère que ça va durer comme ça. Le pic d'Any en face doit être à 2005 à peu près. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être au soleil après tous ces jours de merdasse. Première fois que je vois l'indication HRP sur un quelconque poteau. Donc c'est bon, je suis dessus. Et regardez, en bas, c'est la crasse encore. Cette fois, on est dans les vraies montagnes. Depuis ce matin, on est dans le Béarn. Et là, on arrive presque au col d'Any, sur la gauche du pic d'Any qui est juste en face de nous. D'où vient l'eau? C'est magique. Il n'y en a pas. Et puis tout d'un coup, hop, il y a une source. Ça sort de là. C'est fabuleux. Mais d'où elle vient, bon sang de sort? On est presque au col. Allez, elle est là. Elle est bonne. On en profite. La très jolie cabane de Lacure. Ça donne vraiment envie de s'arrêter là. Mais je suis qu'à la mi-journée. J'ai fait qu'une toute petite partie de tout ce que je dois faire. Alors, faut que j'y aille. Mais vraiment, havre de paix.
monter le 10e jour vers le lac d'Ansaber. Après une nuit plaisante dans une petite cabane avec 2 alpinistes qui avaient pour objectif de faire le Spigolo d'Ansaber que vous devez voir en face. Superbe course. Voilà. Donc pour moi aujourd'hui l'objectif c'est d'aller au col du Somport et à partir du petit col que je vais croiser au-dessus du lac, il n'y a plus de tracé. Mais bon, on va se débrouiller. Allez, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il fait un temps idéal. Ça va sans doute chauffer dans la journée. Première vue sur le pic d'Osso, si caractéristique, avec son espèce de dos d'âne en 2 fois. Le refuge de Pomby avec son joli lac. Tout là-bas en face, la Balaitos. On va passer dessous. Faut tout faire si je veux que ça tienne jusqu'au bout. Couture. Ok. Départ du refuge de Pomby. Il fait beau, ça descend. Et ce soir, je serai normalement au Larribey où je vais récupérer le ravito que m'a amené la Beb. Merci la Beb.
Et dans toute sa splendeur, Monsieur Balampous. Le joli et désert petit lac de Baté-Boukou avant la difficile montée vers le col de la Lie, juste en face, qui donne ensuite sur le refuge du Larribet. Voilà, ça va être une grosse montée dans les pierriers. Col de la Bie, un beau pierrier. C'est pas fini. Très jolie gentiane en haut du col de l'Abie pour me féliciter d'être arrivé jusque là, mais c'est loin d'être fini. Il y a encore une traversée et après une descente raide. La traversée là, elle est vraiment haute montagne. C'est vraiment pas pour des débutants le col de la Lie. Heureusement qu'il y a quelques cairns, il faut vraiment les repérer. Et alors là, s'il passe 10 personnes par an, ça doit bien être le maximum. Voilà, presque en bas de cette interminable et difficile descente. Et heureusement parce que la brume monte. Bientôt au refuge du Larribet, j'espère. La Bèbe qui est venue me rejoindre au refuge de Larribet. Même les plein de bonnes choses à manger. Super. Regardez dans ce beau cadre. Il y a la brume en dessous. Oh, ma plus la Bèbe. C'est Noël? On y est content? Peut-être qu'il va bien manger. Ça a l'air bon, ça. Ça, c'est un nouveau Maltine qui date de 1912. Ça, c'est voilà, c'est pour s'il y a des petits au lait, il peut nous servir. Et puis alors ça, j'ai du mal à pas le dévorer avant. Lardon, oignon. Bien, bien. Alors. C'est qu'il y a tout un savoir-faire. Hein. Ah oui, bonjour. C'est pas ça pour Après, forcément, on a la surprise hein, quand on mange. On le met là-dedans, et comme ça, on n'a pas besoin de la boîte. Comprenez-vous? Eh oui. Tout est là-dedans. La Bèbe qui est venue me rejoindre et là on redescend. On redescend dans le brouillard. Une petite salamandre. L'interminable montée au col de la Paire Saint-Martin. Premier névé en montant vers le col de Cambalès à 2730 je crois. Voilà, dernier mètre pour la montée du col de Cambalès. C'est quand même 1200 mètres de dénivelé. Allez, on y est presque. Pas le moment de tomber. Voilà.
Voilà. Col de Cambalès, 2706 mètres pour l'instant, le plus haut que j'ai grimpé dans cette traversée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à descendre et il y a de la neige. L'autre versant du col de Cambalès avec tous ces jolis lacs. Plus loin, il doit y avoir le lac Mer. On y est passé plusieurs fois au lac Mer avec Philippe. Voilà. Et tout en bas, plus loin sur la gauche, je vais retrouver la vallée du Marcado normalement. Monseigneur le Vignemal, depuis la descente du col des Mulets. Plus grand chose dans le couloir de Gaube. Et regardez-moi cette belle face nord, directe, qu'on a fait avec Philippe il y a 30 ans. Je serais bien incapable de le faire aujourd'hui. Et voilà, petit Vignemal. Et tout en bas sur le plat, le refuge des Oulettes de Gaube. Super. Voilà le joli refuge de Baille-Solence. Et aussi 30 ans que je suis pas passé là. La grosse descente sur Gavarnie, avec le temps qui se gâte un peu, mais comme ça il fait moins chaud. Quand tu avances comme ça sans rien voir dans la brume, et puis des mètres et des mètres, tu te dis pourvu que je sois toujours sur le bon chemin. Bon, tu vérifies régulièrement si tu es bien sur la trace et ça avance. Il fait pas trop chaud au moins. Donc là, c'est le 16e jour, après cette super journée de repos chez la Bèbe. Voilà, elle m'a redéposé à Gavarnie et je monte. J'ai déjeuné devant le refuge des Espuguettes, dans la brume, et maintenant je monte. Toujours dans la brume, direction la Hourquette d'Annonce. Pour commencer, ça fera déjà 1000 mètres. Et puis après, on verra. Ce soir, j'ai installé ma tente dans un joli petit camping près d'une auberge. C'est superbe, c'est tendu, il fait un temps superbe. Et comme vous le voyez, tout au fond, donc c'est à Eas, tout petit hameau de Eas. Et je suis super bien. Et là-bas au fond, au-dessus des nuages, il y a encore de la neige. Je ne sais pas précisément ce que c'est. Voilà. Je vais être rudement bien. Bientôt l'arrivée à la Hourquette d'Eas.
après 1100 mètres de D+, est sorti peut-être du brouillard. En tout cas, il y a enfin un rayon de soleil. Pas fou là, sur ces chemins-là. J'ai pas croisé ni entendu une seule personne. Lac de Baroude. Allez, un super emplacement pour faire un petit pique-nique. Déjà, aujourd'hui, depuis le départ du petit camping de Eas, pratiquement 1400 mètres dans les pattes. Donc c'est bon. Regardez si je vais être bien. La descente vers Parzan, en Espagne. Le massif des Posettes, Maladeta, en toute sa nudité. Il va falloir monter là-dedans les jours qui viennent. Dans la petite cabane que j'ai trouvée 300 mètres au-dessus du refuge de Viados, où moi je vais être un peu à l'abri parce qu'il y a du vent et les nuages arrivent. Cette fois encore, je constate l'incroyable capacité du corps à s'adapter à l'environnement auquel on le soumet. Sur de longues treks en montagne, je note toujours la même progression. Le premier jour, je suis frais, tout va bien. Les 2 jours suivants, le corps proteste. Pourquoi tu m'embarques dans cette galère ? Il fait trop chaud, ça monte trop dur, ça descend trop raide, le sac est trop lourd, tu marches trop longtemps, ça fait mal aux pieds, aux genoux, au dos. Il faut alors que l'esprit prenne le dessus, trouve la motivation pour me faire continuer, me faire surmonter les protestations du corps.
j'ai mes petits trucs pour ça. Et puis, les jours suivants, le corps se soumet à mon nouveau rythme quotidien. Il se souvient qu'en réalité, il a été conçu pour ça, pour marcher en plein air, par tous les temps, au froid comme au chaud, sur tous les types de chemins, même les plus mal pavés, et que, finalement, c'est rudement bien. Bien sûr, avec l'âge, je suis moins habile, moins souple, moins rapide. Au lieu de faire 600 à 800 mètres de dénivelé dans l'heure, je n'en fais plus que 350 à 500. Mais je peux marcher longtemps, entre 8 à 10 heures par jour en moyenne, et parfois bien plus encore. Marcher seul permet de respecter son rythme naturel selon la forme du moment. Un coup de moins bien, je ralentis l'allure, je fais plus de petits pas, je souffle, et à l'inverse, rien de plus agréable que de se sentir des ailes quand tout votre corps répond présent. Plus jeune, on veut toujours progresser, aller plus vite, plus loin, plus haut. Désormais, ma seule ambition est de pouvoir continuer le plus longtemps possible à cheminer par monts et par vaux, simplement à l'aide de mes deux jambes, sans rien ne devoir à personne, sauf, éternellement, à mes parents qui m'ont doté d'un esprit sain dans un corps sain. Monter dans les pierriers pour aller vers le col d'Aigues-Tortes. Pas de chemin. De Trèves à Kern. Heureusement que j'ai la trace. Par là. Je sais pas trop où ça passe, mais on va trouver. Me voilà au port de Aigues-Tortes. Ça doit pas être comme ça que ça se prononce. 2690 mètres et des poussières. Tous les plus hauts sommets du Luchonnet. Allez, le gros morceau. Encore monté jusqu'au col des Gours Blancs. Avant, il y avait de la neige et de la glace. L'impression qu'il n'y a plus grand chose. Allez, il commence à y avoir de plus en plus de nuages. J'espère qu'il n'y aura pas d'orage. Des tonnes et des tonnes de pierres. Dernier mètre avant l'arrivée au col des Gours Blancs. Ouf. Et tiens, juste quand j'arrive, il y a un rayon de soleil. Super! Comme ça, je vais bien voir l'autre côté. Impec. Voilà. Panoramique en haut du col des Gours Blancs. Je n'ai pas été dérangé. Je n'ai vu personne du tout.
Départ du refuge du Portillon, 2568 mètres pour la 19e journée. Voilà, objectif du jour. Au-dessus du fameux lac du Portillon, le col inférieur de la Littrolle. Petite montée, c'est juste la descente qui, paraît-il, est un peu raide dans la neige. On va voir. C'est parti. Sale temps dans la montée vers le col de la Littrolle. Il pleut, il grêle un peu. Il fait pas chaud. J'espère que ça va pas durer. Allez, faut continuer. C'est parti. Tout là-bas, les gourds blancs où je suis passé hier. Vers le col du Terrolas. Le soleil arrive. Allez, encore quelques mètres. Et voilà l'autre face. Il vient de tomber. Mon genou est seulement amoché. Bon, je vais faire un bandage. De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je continue. Bon, et ben, merci Dominique de m'avoir fait acheter ma balise SOS. J'ai appelé les secours il y a environ un quart d'heure parce que j'ai commencé à descendre. Je m'étais bandé le genou. Mais bon, c'est surtout l'autre genou qui me fait mal. J'ai peu à peine posé. Donc si je voulais descendre, j'en ai pour des heures et des heures. Je suis encore à presque 2900 mètres d'altitude, loin de tout. Donc j'ai déclenché la balise de secours, ça a bien été enregistré. Ils m'ont posé des questions, maintenant j'attends. Voilà, bon, je suis correctement installé, il n'y a pas de souci, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, je vais mettre mon sac de couchage par-dessus, et puis ben, je vais attendre, voilà. Je suis vivant, les genoux bien amochés, mais je suis vivant. Voilà, fallait bien qu'elle serve cette balise. Allez, à plus. Et voilà, fin prématurée de l'aventure, retour à la maison. Après avoir été récupéré par un hélico de la Guardia Civile espagnole et 3 sauveteurs sympas et efficaces, un transfert à l'hôpital de Barbastro, où mon genou est recousu,
mes multiples bobos nettoyés et où le chirurgien m'annonce que la rotule est fracturée. Rapatriement en ambulance jusqu'à la maison, 13 heures de route, dos à la route. 6 à 8 semaines d'immobilisation et 3 à 4 mois de rééducation. Ça passera vite et je reviendrai terminer cette haute route pyrénéenne. Avant cette chute, le bilan n'était pas si nul. En 18 jours de marche, j'avais parcouru environ 450 km et grimpé plus de 28 000 mètres. Allez, à bientôt sur les chemins.